Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec un nouveau concept de vidéo. Vous me direz si ça vous plaît. L'idée n'est pas de moi, elle est de David, qui m'a dit un jour, et si tu parlais de tous ces partenariats que tu passes ton temps à refuser? Parce qu'en fait, vous le savez peut-être, moi ça va faire peut-être 3 ans, 2 ans, 3 ans, je sais plus trop, que je vis intégralement de la création de contenu engagé sur les réseaux sociaux, donc sur cette chaîne, sur Instagram, sur mon blog. Je vous mettrai, si vous voulez, dans la barre d'infos des vidéos qui racontent un petit peu tout mon parcours, parce que, évidemment, ça n'a pas toujours été ça. Donc voilà, ce métier, je l'exerce avec beaucoup d'exigences, évidemment, vous vous en doutez. Donc les marques que je mets finalement en avant devant vous, que ce soit dans le cadre d'un partenariat ou de manière spontanée parce que j'ai fait une découverte qui m'a plu, ce sont des marques qui, pour moi, réellement font avancer le schmilblick. Et donc évidemment, qui ne font pas de greenwashing, hein, ça va sans dire, mais aussi qui proposent une offre qui me convient de bout en bout. Et donc, par exemple, quand on parle de mode, puisque c'est quand même l'un des gros piliers de mon compte, la mode éthique, il faut que cette offre-là, elle me plaise aussi en termes de style. Il faut que j'ai l'impression que la marque amène quelque chose d'intéressant en termes de style. Donc il y a quelque chose aussi, finalement, de très subjectif dans le choix des marques que je vais mettre en avant. Tout ça pour dire que tous les jours, ma boîte mail se remplit, petit à petit, avec des mails de marques qui souhaiteraient travailler avec moi. Moi, j'ai quand même la chance, heureusement, d'être quand même placée dans une niche, c'est-à-dire une niche extrêmement exigeante d'un point de vue de la production, d'un point de vue de la communication. Donc je reçois pas non plus n'importe quoi et des mails qui sont trop éloignés de ma ligne éditoriale, même si, bien sûr, j'en reçois. Je vous ai fait un réel il y a pas longtemps où je parlais de Temu, cette fameuse marque que vous verrez peut-être en plus en publicité de cette vidéo, on ne sait pas. Donc voilà, les Temu, j'ai déjà reçu Shein aussi, j'ai déjà reçu plusieurs fois Shein. Même AliExpress, plusieurs fois aussi. Enfin bref, vous voyez que, voilà, ça passe entre les mailles du filet parfois, même Is No Good reçoit ce genre de mail. Mais bon, en faisant cette vidéo, j'ai pas tellement envie de vous parler de ce genre de marque parce que c'est évident, en fait, que je ne vais pas parler de ces marques-là parce qu'elles sont vraiment bien trop éloignées de tout ce que j'ai envie de soutenir et en fait de ma simple présence en ligne. Ma présence en ligne, c'est de dénoncer tout ce qu'elles font. Donc je peux vous dire que, ça c'est évidemment que non, je ne répondrai jamais favorablement à un mail comme ça. Cela dit, je pense que 90% du temps, je réponds de manière défavorable à des demandes de partenariat, parce qu'encore une fois, je suis extrêmement exigeante et que, comme je vous l'ai dit, il y a quelque chose d'un petit peu subjectif dans les réponses de partenariat. Donc je me dis, ça peut être intéressant qu'on décortique tous ensemble, tous ces partenariats que finalement j'ai été amenée à refuser. Alors, on va pas tous les faire, très clairement, mais je me dis que si jamais ça vous intéresse, si jamais ça amène des réflexions intéressantes, parce que je suis pas non plus sûre de ça, là j'ai allumé ma caméra, mais je suis pas sûre de là où ça va nous mener tout ça. Mais voilà, si ça vous plaît et que ça amène des réflexions intéressantes, ça peut être le début d'une série où on analyse... alors je sais pas, on va voir là combien de mails j'ouvre, mais je me dis que ça peut être intéressant non seulement d'un point de vue décryptage, puisque vous allez voir un petit peu mon cheminement qui m'amène à finalement refuser le partenariat, ou même je pense que ça peut vous amener, vous, à faire des découvertes, puisque comme je vous l'ai dit, il y a un côté subjectif, donc moi je peux ne pas avoir envie de travailler avec une marque, mais vous, si vous aviez été à ma place, vous auriez choisi de le faire parce que elle vous convient en tout point. Il y a vraiment des marques, parfois c'est uniquement le style qui pêche pour moi, et donc évidemment, on n'est pas tous pareils, heureusement, on s'habille pas tous pareils, on n'a pas tous envie de porter les mêmes vêtements et le même style. Donc je me dis que ces chouettes petites marques qui m'écrivent et qui finalement ne retiennent pas mon attention, ça peut être aussi, ce genre de vidéo, une manière quelque part de leur donner un petit peu de lumière. Alors on y va, j'ai mon téléphone là, à côté de moi, et voilà, on va regarder ce qu'on peut trouver. Je vais commencer avec ce mail de la Commission européenne que j'ai reçu il y a 4 jours. Et le but de la campagne, c'était de mettre en avant à quel point, finalement, on a de la chance d'être des citoyens européens, puisque on peut naviguer de manière totalement libre entre les pays de l'Union européenne. Donc j'ai refusé ce partenariat, c'est le principe de la vidéo, j'espère que vous avez compris, et je vais vous expliquer pourquoi. Et je suis en train de me dire que ça peut être hyper intéressant que dans les commentaires, ça parte un peu en mode que pour chaque partenariat, vous me disiez, vous, ce que vous auriez fait, que ça parte un peu en commentaire agora, vous savez, où on discute, où tout le monde donne son avis finalement sur... qu'est-ce que vous auriez fait, vous, à ma place? Il y a quelque chose, en fait, je trouve, de valorisant d'être contacté par une institution publique comme celle-là,
d'une telle importance. Est-ce que c'est parce que mes parents sont profs et donc appartenaient à l'éducation nationale? Je ne sais pas. Mais j'ai une forme de tendresse pour toutes ces structures publiques finalement qui nous permettent d'être organisés en société et de fonctionner pas trop mal, même si, évidemment, il y a des failles et des gros défauts, hein. Mais disons que c'est clair, on a beaucoup de chance d'être né en France et d'être né dans l'Union européenne, de pouvoir circuler comme ça. Regardez, moi je suis française, je vis au Portugal depuis 3 ans, sans avoir été obligée de me marier avec David pour pouvoir avoir la nationalité portugaise. Enfin, je veux dire, je suis libre en fait finalement de voyager sans que personne ne donne son avis sur mon droit d'entrer ou non dans le pays, alors là, il aurait fallu que je révise le nombre de pays de l'Union européenne, mais je veux dire dans une dizaine de pays, quoi. Mais si j'ai refusé ce partenariat, c'est parce que, comme je vous l'ai dit, il faut que je sois totalement alignée avec un message, une idée, l'institution qui le porte, pour pouvoir vous en parler. Et en fait, il y a beaucoup de choses, même si je vous parle voilà de ce système public qui fonctionne, qui me donne à moi beaucoup de droits, beaucoup de privilèges, beaucoup d'opportunités, finalement il y a aussi des choses qui dysfonctionnent. Par exemple, l'accueil des migrants, des réfugiés politiques, des réfugiés économiques dans l'Union européenne, c'est quelque chose moi qui me meurtrit beaucoup. Ce sont des gens qui justement n'ont pas eu la chance d'être nés où je suis née. Surtout voilà, là on est en plein conflit mondial au Proche-Orient entre Israël et la Palestine, et ça ne fait que ressurgir en fait nos privilèges presque indécents. Enfin bref, il y a peut-être d'autres messages, d'autres campagnes que j'aurais pu accepter de soutenir de la Commission européenne, mais là cette campagne qui consistait à rappeler à quel point on avait de la chance finalement et que on pouvait circuler de pays en pays librement, je trouvais ça trop indécent. Mais je tiens quand même à préciser que s'il y a d'autres créateurs ou créatrices de contenu qui ont accepté ce partenariat, c'est certainement qu'ils avaient leurs raisons, hein. Comme je vous ai dit dans les commentaires, vous êtes tous libres de donner votre opinion et ce que vous auriez fait. On n'est pas tous d'accord, on n'a pas tous le même passif, pas tous les mêmes opinions, en l'occurrence politiques, hein, puisqu'on parle d'une institution politique. Donc clairement, je suis pas en train de pointer du doigt qui que ce soit qui aurait pu accepter des partenariats que moi je refuse. C'est vraiment simplement que je trouve intéressant ce mécanisme d'acceptation ou de refus. Et en même temps, je trouve ça hyper transparent qu'on ait ce dialogue aussi ensemble. Je continue. Ça pareil, c'est un mail que j'ai reçu il y a quelques jours aussi. C'est quelqu'un qui m'écrit pour sa maman, qui fabrique des sacs. Là, en l'occurrence, c'était pas un mail pour convenir d'un partenariat rémunéré, mais simplement pour m'envoyer une des créations donc de sa maman, qui, comme je vous l'ai dit, confectionne des sacs près de Lille. Donc elle me raconte qu'elle les confectionne de A à Z et puis qu'elle fait attention aussi au choix des matériaux. Elle utilise des produits français autant que possible, sinon européens, et elle fait son maximum pour trouver des fins de stock. Donc j'ai refusé de recevoir un sac de leur part. La première vraie raison, c'est que je n'ai pas besoin. Je n'ai vraiment besoin de rien. Je vous l'ai déjà expliqué dans une vidéo. J'ai trop de choses. Enfin, si vous me connaissez, si vous connaissez cette chaîne, vous savez à quel point pour moi revenir à la sobriété, c'est quelque chose qui m'importe, qui me fait du bien avant tout. Et donc c'est vrai que voilà, quand on me propose de m'envoyer quelque chose, il faut vraiment que ça me plaise beaucoup. Mais voilà, écoutez, si ça peut les mettre en avant par le biais de cette vidéo, ben why not. Donc elle fait des sacs bananes, des sacs cabas, des city bags comme ça. Et puis voilà, il y a d'autres choses moi qui me plaisent moins. Elle utilise, par exemple, elle fait des sacs en sequin comme ça. Vraiment, le sequin, c'est une plaie, mais je ne vous raconte pas. En fait, chaque sequin, c'est du plastique, hein. Donc là, elle ne précise pas dans la fiche produit si, vous savez, elle disait qu'elle utilisait des fins de stock, donc si c'est une fin de stock qu'elle aurait récupérée. Et bon, c'est vrai en fait que si ce tissu plein de sequins existe, autant qu'il finisse, disons, autant qu'il ait à un moment donné une utilité, plutôt que de terminer à rien faire, vous voyez, voire d'être détruit parce qu'à un moment donné on considère qu'il prend trop de place dans un entrepôt. Donc bon, si encore il s'agissait d'une fin de stock, pourquoi pas,
mais en tout cas c'est pas précisé. Je ne vous l'ai pas dit d'ailleurs, mais la marque s'appelle Shaya. Donc voilà, écoutez, si vous repérez quelque chose qui vous plaît, cette banane en fausse fourrure, mais bon c'est pareil, hein, cette fausse fourrure elle va être, enfin je n'ai aucun doute sur le fait qu'elle soit synthétique. Mais voilà, extérieur fourrure synthétique, cuir simili, intérieur lin. Bon, encore une fois, il n'est pas précisé s'il s'agit d'un tissu qu'elle a récupéré d'une fin de stock. Les matières synthétiques, c'est vraiment pas mes copines. Et de temps en temps, dans certains produits, il en faut, et ça a apporté beaucoup de confort en fait aux vêtements, et donc aux gens qui les portent. Je pense notamment aux pantalons, aux jeans, qui souvent ont de l'élastane, mais en fait on comprend. Les bodys par exemple, on a sorti un body avec Maline il y a une semaine, il y a 5% d'élastane dedans. C'est parce qu'en fait ça permet réellement d'épouser le corps, et puis enfin, si vous prenez du poids, le body va vous suivre. Je suis pas une extrémiste, hein, de manière générale, de toute façon. J'ai pas d'idées très arrêtées et non nuancées, je pense. Enfin, c'est pas ma façon d'être et de penser. Mais tant que faire se peut, je suis de la team, il faut éviter les matières synthétiques. Donc voilà, pour toutes ces raisons, j'ai refusé de recevoir une de ces créations. Et d'ailleurs, pour en revenir au sujet de l'élastane et des partenariats refusés, ça fait des années que je travaille avec We Are Jolie. C'est une marque de lingerie hyper colorée, fabriquée au Portugal en coton bio, et qui arrive en fait à proposer des prix acceptables, parce que la lingerie éthique ça coûte extrêmement cher. Donc disons qu'ils arrivent à avoir en fait un positionnement que moi je trouve intéressant, et ça va faire des années qu'ils proposaient des pyjamas en coton bio, 95% je crois, et ce fameux 5% élastane. Et j'ai toujours refusé en fait de parler de leur pyjama, alors que j'adore cette marque, parce que je leur disais mais pourquoi est-ce que vous allez mettre de l'élastane dans vos pyjamas? Parce que les coupes en plus étaient même pas près du corps. Et moi je trouvais ça dommage, et elle me répondait que c'était pour apporter plus de confort, notamment la matière était extrêmement douce, et c'est vrai que ça apporte un petit peu plus de confort, c'est vrai que la matière était extrêmement douce, mais pour moi ça n'avait pas assez de raison d'être. Et là en fait, enfin, ils sortent des pyjamas 100% coton bio. Bah je suis ravie. Voilà, ça sert aussi peut-être à ça. Alors évidemment, je pense pas être la seule raison pour laquelle maintenant, ça y est, ils ont enlevé l'élastane de leur pyjama, bien sûr, mais disons que ça sert à ça aussi, le rôle du créateur et des créatrices de contenu, qui sont du coup la jonction entre les marques et finalement l'audience. C'est que on peut porter le message pour tout le monde, et quelque part refuser des partenariats et expliquer pourquoi, et moi j'essaye souvent d'expliquer pourquoi, bah ça peut-être à un moment donné faire changer les choses. On sait pas. Ah oui, cette demande-là, elle est drôle. Donc c'est une demande de collaboration avec Zespri. C'est une marque que je ne connaissais pas, mais on m'explique dans le mail que c'est une marque de kiwi de première qualité et au goût inimitable. Et alors on m'explique que donc la marque Zespri s'est associée cette année avec la marque d'upcycling Risap Paris pour la création de 2500 sacs à vrac exclusifs. Et que du coup, du 30 octobre au 31 décembre 2023, je suis en train finalement là de vous faire la campagne. Donc écoutez, bon, on sait jamais, ça peut peut-être vous intéresser. Donc du 30 octobre au 31 décembre 2023, pour l'achat de 7 kiwis jaunes Zespri Sun Gold, les consommateurs pourront recevoir un sac à vrac exclusif Zespri x Risap. Bon, donc là clairement, il y a plusieurs choses qui pour moi n'allaient pas. La première chose, et c'est finalement la seule raison que j'ai donnée parce que j'avais pas envie d'aller plus loin, mais la première chose c'est que je suis allergique au kiwi, donc clairement je n'allais pas vous parler de kiwi. Alors en plus on me précise pas que les kiwis ont été cultivés en France, hein, donc si ça se trouve on parle de kiwis cultivés en Nouvelle-Zélande. Attendez. Je vais regarder. Voilà, donc c'est bien ça. Zespri respecte totalement les normes strictes de qualité et de sécurité imposées par la Nouvelle-Zélande. Donc on parle là de kiwis en plus qui ont été cultivés vraiment, là pour le coup, à l'autre bout du monde. Hein. On peut pas faire plus à l'autre bout du monde. Alors que moi, des kiwis, mes parents, tous les ans, ils en ont 30-40 kilos avec 2 pieds. Voilà, dans les Landes, donc ça pousse bien en France, les kiwis. À nouveau, hein, là pour moi, on est sur une belle campagne greenwashing. Là pour le coup, fabriquer des sacs à vrac pour l'achat de 7 kiwis qui en plus viennent de Nouvelle-Zélande,
Tout ça pour, je cite, limiter l'utilisation des sacs à usage unique. Il faut pas rigoler quand même. Là, c'est à nouveau le cas d'une petite marque qui m'écrivait pour m'envoyer une pièce de sa collection. C'est une marque qui s'appelle Mauna Loa. Et donc elle m'explique que sa production se fait au nord du Portugal, dans un atelier à taille humaine, que c'est uniquement des petites séries, donc limitées à 50 exemplaires, et que c'est à base de coton biologique. Donc là, pareil, hein, on sait jamais, ça peut peut-être vous permettre de faire des découvertes. Mais d'ailleurs, là, Shaya et Mauna Loa, j'ai refusé ces partenariats-là, mais je les ai évidemment enregistrés dans le générateur de marquises que vous retrouvez dans la barre d'infos. Si vous ne connaissez pas le générateur de marquises, les gars, moi je ne peux plus rien pour vous. Hein. C'est un moteur de recherche qu'on a créé il y a plusieurs années avec David et que je mets à jour régulièrement. Vous voyez, là c'est des mails que j'ai reçus il y a 4-5 jours, et ça y est, les marques sont enregistrées dans le générateur de marquises. Il doit y avoir, je pense, 800-900 marques de mode éthique, donc engagées, et c'est une sorte de moteur de recherche de marques de mode éthique en fait, puisque on remplit un formulaire et en remplissant un petit peu ce qu'on veut, ce qu'on cherche, donc quel type de vêtements, quel budget on a, et puis en même temps qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce qui est important pour nous, est-ce que ça va être la matière utilisée, est-ce que ça va être le pays de fabrication, etc. En rentrant un petit peu ces critères, ça va mouliner et ça vous propose les marques qui sont susceptibles d'offrir ce que vous cherchez. Donc voilà, c'est pas parce que j'ai refusé de les aider à ce moment-là, parce que quelque part refuser de recevoir une pièce, c'est aussi refuser de les aider, j'en suis consciente, mais je les ai quand même enregistrés dans le générateur de marquises, donc si vous vous cherchez avec vos critères, avec vos envies, vous êtes quand même susceptible d'aller, vous, à votre tour, les soutenir. Donc en fait, le concept de cette marque, Mauna Loa, c'est de concevoir des vêtements qu'on peut porter enceinte et pas enceinte. C'est vraiment le credo de la marque. Peut-être que, si j'avais été enceinte, le concept m'aurait parlé. Là, je vous avoue que bof. Évidemment, j'avais besoin de rien, hein. On revient sur ce concept-là. Et en plus de ça, les coupes sont vraiment basiques. On est sur, comme vous voyez, une surchemise, une robe sweat, mais vraiment avec une coupe basique, un t-shirt, un sweat. On est vraiment sur des basiques. Et ça, moi, des basiques, j'ai tout ce qu'il faut et depuis bien des années. Ah oui, ça c'est intéressant parce qu'on en reçoit beaucoup des mails d'associations qui ont besoin en fait qu'on relaie leur campagne. Alors là, c'est toujours... la plupart du temps, ça se fait dans un cadre bénévole, mais pas toujours d'ailleurs. Il y a des associations qui, dès le début, ont voulu cadrer mon travail et soutenir aussi mon travail, parce que ça permet ça, finalement. Le fait que mon travail soit rémunéré, ça me permet aussi 90% du temps de vous proposer du contenu gratuit. Comme là, vous voyez, aujourd'hui, je suis en train de vous parler de marques dont j'ai refusé les partenariats, et si je peux faire ça, c'est parce que à côté, il y a d'autres marques qui ont accepté de soutenir mon travail. Donc vous voyez, c'est un peu le cercle vertueux, finalement. Mais bon, la plupart du temps, les associations, c'est dans un cadre bénévole, et je pense que c'est toujours un petit peu délicat pour les créateurs et créatrices de contenu, ce genre de mail, parce que, de 1, on peut pas tout accepter, parce que sinon on passerait vraiment nos journées à relayer ces campagnes et ça n'aurait aucun sens et aucun intérêt, vous n'y verriez aucun intérêt finalement en fait à nous suivre. Ce serait juste du relais de campagne, donc non, il faut que ce soit un petit peu orienté, il faut qu'on choisisse vraiment ce que nous, on a envie de soutenir. Et pour savoir ce que nous, vraiment, on a envie de soutenir, je peux vous dire que c'est beaucoup d'introspection. il faut réfléchir. Qu'est-ce que moi j'ai envie de mettre en avant le plus? Qu'est-ce que j'ai envie d'aider le plus? Alors que vous avez potentiellement la capacité d'aider tout le monde. Vous voyez un petit peu le truc, mais voilà, à nouveau, c'est ce que je vous disais. Si on soutient tout le monde, on soutient finalement personne. Donc il y a ça, et puis il y a aussi le fait qu'il faut bien se renseigner sur l'association, parce que, on le sait tous, il y a des ONG et des assos qui détournent les fonds, ou alors ne font pas exactement ce qu'on souhaiterait qu'ils fassent avec les fonds récoltés. Donc bien se renseigner aussi. Enfin bref, c'est pas facile ce genre de mail. Donc là, ça c'était une demande de l'association Care France qui réalise une campagne au sujet des droits des femmes, dont le titre de la campagne c'est Climate Change is Sexist. Donc le changement climatique, le dérèglement climatique est sexiste. Et donc ça pointe en fait du doigt que les premières victimes du dérèglement climatique, ce sont les femmes. Donc ils vont faire une petite vidéo sur Instagram pour récapituler la campagne. Ça, j'ai accepté
de la relayer, parce que moi je suis absolument pour la convergence des luttes, et ce genre de campagne qui rassemble en fait deux sujets, c'est-à-dire le sexisme et le dérèglement climatique, ça me parle. Enfin, on parle d'écoféminisme, enfin, c'est des sujets qui m'intéressent beaucoup et qui, je pense, gagnent à être considérés ensemble. Donc voilà, j'ai dit que je participais à la campagne, enfin en tout cas à la relayer, mais ce que j'ai refusé, c'est de recevoir leur t-shirt, parce qu'en fait, ce qu'ils souhaiteraient faire, c'est que les créateurs et créatrices de contenu, et même certainement les bénévoles de l'association qui ont envie de soutenir cette campagne, portent un t-shirt où il est écrit Climate Change is Sexist, et le montrent en fait sur les réseaux sociaux pour faire un peu un effet masse, un effet on est ensemble, et que ça ait un peu d'impact. Moi, en fait, ce genre de communication qui implique de la production, que ce soit des goodies ou que ce soit un t-shirt, hein, moi je suis vraiment particulièrement en plus concernée par ce sujet de la production textile, ça m'embête. Aujourd'hui, on est à une ère où évidemment la donnée numérique pèse, c'est pas de l'air, quoi, mais moins clairement que la production d'un t-shirt. Surtout que là, il faut produire le t-shirt et en plus la donnée numérique qui va permettre de l'afficher sur les réseaux sociaux. Donc, de toute manière, voilà, enfin, moi je suis pas favorable à ça. Donc c'est ce que j'ai écrit. J'ai écrit aussi que j'espérais que le t-shirt avait été produit dans de bonnes conditions et avec un matériau, un bon matériau, parce que les femmes étaient aussi les premières victimes de l'industrie textile et que ces t-shirts avaient très probablement été fabriqués par des femmes, donc voilà, si on parle de convergence des luttes, il faut réfléchir à tout et de manière globale, et que de toute façon, voilà, moi je ne reporterai pas ce t-shirt parce que j'en avais vraiment pas besoin, que j'avais déjà suffisamment de t-shirts, donc c'était pas comme ça que j'avais envie de soutenir la campagne. Pour vous rassurer quand même, ils m'ont répondu que les t-shirts étaient fabriqués localement en France, dans de bonnes conditions, en quantité limitée. Voilà. On est encore là sur une petite marque de mode éthique qui est en plein lancement, puisque là, ils lançaient leur précommande. Ça s'appelle Potok Club. D'ailleurs, je pense que au moment où cette vidéo sort, je pense que les précommandes sont encore en cours, puisque c'était il y a vraiment pas longtemps. Donc ils me racontent qu'ils ont une production au Portugal, qu'ils ont la certification Ecotex, un logisticien au Pays Basque. Et quand on regarde un petit peu plus du coup ce qu'ils font, eh ben on s'aperçoit que c'est des t-shirts et des polos, et en plus je crois que on n'est pas sur du coton bio si je me rappelle bien. Mais voilà, on est sur du 100% coton mais pas certifié bio. Ils précisent quand même que c'est un coton épais, donc qui va durer dans le temps, c'est déjà ça. Mais le coton, on le sait tous, hein, le coton qui n'est pas bio, enfin le coton de base, c'est une matière naturelle certes, donc ça veut dire qu'il n'y a pas eu besoin de chimie pour fabriquer le tissu coton. En revanche, on dit que sur la Terre, 2,5% des terres agricoles, c'est du coton, et que 25% des pesticides et herbicides utilisés dans le monde sont pour les champs de coton. Le coton est une culture très peu propre, c'est un euphémisme, et en plus de ça, qui nécessite énormément d'eau. Je vous renvoie un petit peu à l'histoire de la mer d'Aral, qui s'est fait complètement vider pour les cultures de coton. Et je ne parle même pas du coton OGM, hein, qui est une bataille que a pris à bras le corps Vandana Shiva. Je sais pas, enfin voilà, il y a tout un tas de sujets que je suis en train de vous lancer, donc si vous avez envie de vous renseigner, n'hésitez pas, c'est hyper intéressant tous ces sujets. Mais bref, le coton conventionnel, c'est une matière, il faut faire extrêmement attention, et d'autant plus quand il n'est pas bio. On pense comme ça direct matière naturelle, méfiez-vous. Donc voilà, pour cette raison-là, et aussi sur le fait qu'on est à nouveau uniquement sur des basiques, donc uniquement sur des t-shirts et des sweats, et que on en a parlé dans une précédente vidéo avec Bleu Tango, où je l'interviewais, je vous remets ça dans la barre d'infos, mais bon, moi, de manière générale, dans les décryptages, je vous en parle très souvent de ce sujet-là, des marques qui se créent pour créer des basiques, il y en a déjà trop. Ça ne sert à rien de créer une marque si on n'amène pas quelque chose au monde, parce que on est là que pour créer un petit peu plus de quelque chose dont personne n'a besoin. Vous voyez le sujet? Pour moi, une marque, n'importe laquelle, dans n'importe quel secteur, elle doit répondre à un besoin. Et une nouvelle marque de basique, je sais pas. Nouveau mail, ça c'est la marque Shaktimat qui m'écrit. Et Shaktimat, ils font des tapis d'acupression. Vous savez, c'est des tapis avec des petits picots un petit peu partout, et c'est censé
faire mal dans un premier temps quand vous vous allongez dessus, mais au bout d'un moment, en fait, la circulation reprend, etc. Et c'est censé avoir des bienfaits au niveau de la santé. Donc j'ai refusé un partenariat avec eux pour 2 raisons. La première raison, c'est qu'il y a plusieurs mois déjà, la marque Igla m'avait proposé de recevoir leur tapis d'acupression à eux. Pas du tout dans le cadre d'un partenariat, mais uniquement pour me faire découvrir la chose. Donc moi, il faut savoir que je suis assez fidèle et loyale comme personne. Donc c'est-à-dire que, voilà, si jamais un jour je souhaite vous parler des tapis d'acupression et que ça rentre dans le cadre d'un partenariat, ce sera probablement avec la marque Igla, qui a été la première à me contacter. La discussion a été très, très agréable et sympathique. Enfin, je veux dire, du coup, il n'y a aucune raison que 6 mois plus tard, j'accepte un partenariat avec une marque qui arrive comme ça en présentant un partenariat directement, parce qu'il n'a jamais été question d'un partenariat rémunéré avec Igla, comme vous l'avez compris. Mais la deuxième raison, et certainement la plus importante à mes yeux, c'est que je n'ai pas du tout la légitimité de vous parler d'un tapis d'acupression. Hein. Peut-être qu'un jour j'aurai cette légitimité, mais ça sous-entendrait qu'il me faudrait des heures de recherche, des heures d'expérimentation. Et quand je dis des heures, c'est vraiment des dizaines d'heures. Hein. D'ailleurs, je serais extrêmement curieuse si vous connaissez les tapis d'acupression, si vous en utilisez vous-même, etc. Je serais vraiment ravie que vous m'en parliez dans les commentaires, parce que donc ces tapis d'Igla, moi j'ai accepté de les recevoir parce que je ne connaissais pas du tout le principe et que j'étais très curieuse d'essayer. Et là j'avais l'opportunité d'avoir des super tapis, enfin ce qui avait l'air en tout cas d'être des super tapis. Donc j'ai accepté de les recevoir sans contrepartie aucune. Mais j'avoue que j'ai un petit peu peur. Donc ça fait plusieurs mois qu'ils sont rangés dans un tiroir et que ni David ni moi nous sommes encore allongés dessus. Donc vraiment, si vous avez des conseils, si vous êtes fan du concept, si vous voulez, je sais pas, n'hésitez pas. Et peut-être du coup, sait-on jamais, un beau jour, je vous parlerai moi aussi des tapis d'acupression qui ont eu je ne sais quel bénéfice sur la santé. L'avenir nous le dira. Une marque de bijoux cette fois-ci, ça s'appelle Protsa. J'espère que je prononce bien, je sais pas. Donc c'est un mail que je reçois en anglais, c'est une agence qui m'écrit, qui représente la marque, et on m'explique que c'est une marque suisse qui est dirigée par une femme, que la marque est honnête et responsable, qui fabrique des bijoux à la main dans la tradition et qu'ils utilisent notamment des matériaux recyclés. Alors, nous voilà donc sur le site de Protsa. Quand on a envie d'acheter un bijou, ou en tout cas qu'on s'intéresse, qu'on doit faire un mini décryptage d'une marque qui vend des bijoux, il y a un sujet qui est intéressant, c'est les matériaux, d'où viennent-ils? Puisqu'en fait, l'or, j'ai écrit des articles sur le blog à ce sujet, je vous les mettrai dans la barre d'infos si vous avez envie d'aller creuser, mais en tout cas, l'or, ce n'est pas une matière responsable. L'extraction de l'or, que ce soit d'un point de vue environnemental ou d'un point de vue humain, c'est une catastrophe. Voilà. Donc en général, quand on le peut, il faut soutenir des marques qui vont utiliser soit de l'or recyclé, et il y en a de plus en plus, parce que de toute manière, l'or recyclé va bientôt, si c'est pas déjà le cas, devenir moins cher que de l'or nouvellement extrait. Donc soit de l'or recyclé, soit de l'or labellisé Fairmined ou RJC, qui sont deux labels qui encadrent l'extraction de l'or. Ces deux labels-là, Fairmined et RJC, c'est vraiment des labels un peu de type Fairtrade, c'est-à-dire qui vont plus loin que d'assurer des salaires et des bonnes conditions de travail aux ouvriers, mais qui essayent en fait de leur redonner de l'indépendance pour qu'ils puissent s'en sortir, pour qu'ils puissent faire autre chose, pour qu'ils puissent économiser un petit peu, partir sur d'autres projets. C'est un petit peu des labels qui permettent de réparer quelque part les erreurs du passé. Et la décision unilatérale de partir que sur du recyclé et donc d'abandonner finalement ces gens qu'on a exploités pendant des années et là maintenant ils nous servent plus à rien donc on les abandonne. C'est pas une bonne solution. C'est pour ça que ce genre de labels, commerce équitable, Fairtrade, etc. sont vraiment importants, c'est parce qu'ils permettent d'inspirer du futur, d'inspirer autre chose en fait. Ils vont plus loin que d'assurer juste des salaires et des bonnes conditions de travail. Mais bref, je me suis complètement perdue en tergiversation là. Toujours est-il que voilà, ce qu'on remarque sur ce site-là, c'est que l'or, il n'est ni recyclé,
ni certifiés. Au niveau de la production, on nous dit donc que c'est des artisans, mais on s'aperçoit vite que c'est des artisans de l'autre bout du monde. Donc là, en l'occurrence, cette petite bague, c'est en Inde. Je sais pas si tous les artisans sont indiens, on va peut-être pouvoir lire ça dans Our Commitment peut-être. Bon voilà, dans l'onglet Nos engagements, il y a vraiment pas grand-chose sur leurs artisans. Ils expliquent juste que ils travaillent donc avec des artisans, donc ils n'expliquent pas où. Bon, il y a une photo où on a l'impression que cette photo c'est en Inde, enfin ça pourrait être Bangladesh, Pakistan, enfin je veux dire les tenues traditionnelles, je suis pas une experte, mais il n'y a pas beaucoup de détails en fait sur tout ça, c'est juste on travaille avec des artisans et ça leur permet quelque part d'avoir un petit peu une sécurité financière, etc. Ok, moi en fait le problème c'est que je sais que les marques elles peuvent me raconter n'importe quoi, donc si j'ai pas des preuves, je peux pas croire ce qu'on me dit, et surtout si on le dit avec si peu de phrases. Donc ça veut pas dire qu'il n'y a pas un réel engagement derrière cette marque, c'est peut-être simplement que ils ont pas tout détaillé sur le site internet, ok, mais moi en fait quand je fais mon décryptage, il me manque tout ça. Il y a une marque, moi, que je soutiens depuis vraiment son lancement il y a peut-être 5-6 ans, c'est la marque Azadi, qui travaille avec des artisans en Inde. Moi, cette marque-là, si je vous en parle, c'est parce que je connais Lisa personnellement. Pour vous dire, enfin, il me semble qu'à l'époque où j'utilisais Facebook, je la suis, enfin, on était amis sur Facebook, donc je voyais en fait tout ce qu'elle faisait à chaque fois qu'elle partait en Inde, à chaque fois qu'elle rencontrait les artisans. En fait, j'ai une confiance absolue parce que je sais totalement ce qu'elle fait, quel est l'impact de son travail là-bas. Enfin, je veux dire, je n'ai absolument aucun doute sur le bien fondé de sa démarche. Là, si ça se trouve, la démarche de Protsa est tout aussi belle. Le problème, c'est que moi, je ne peux pas prendre la responsabilité de vous en parler, alors que je suis pas sûre. Parce que finalement, c'est vite fait, justement, de reproduire ces schémas colonialistes, et si c'est pas réfléchi dans une démarche globale et amené pour apporter de la richesse et réduire les inégalités entre notre monde et le leur, ça peut pas fonctionner. Bref, vous voyez où ça peut nous mener de réfléchir à si un partenariat est intéressant ou pas. Enfin bref, là du coup, en tout cas d'un point de vue humain et social, moi j'avais pas assez d'informations, et d'un point de vue des matériaux, c'était pas bon pour moi non plus. Alors là c'est intéressant parce que c'est à nouveau une marque de bijoux, ça s'appelle Naaska. Et c'est complètement différent parce que là, on est sur une artisane, donc quelqu'un qui crée elle-même ses bijoux de A à Z en bronze, et elle fait ça dans le Pays Basque. Donc on est déjà sur le travail d'une artisane locale, etc. C'est vraiment quelque chose, moi, que j'aime mettre en avant parce que j'ai envie de mettre en avant les gens qui font, les gens qui créent de la valeur et qui font tout eux-mêmes en plus de ça. Vous imaginez, il y a son métier de créatrice de bijoux, mais en plus de ça, elle s'occupe de tout dans sa marque. C'est-à-dire que c'est elle qui va aussi vous envoyer le bijou, donc peut-être écrire un petit mot, c'est elle qui va s'occuper de la compta, enfin bref, elle va tout faire dans sa petite société. Ça, c'est le genre de marque que j'ai vraiment envie de mettre en avant. Mais dans le cas de Naaska, pourquoi est-ce que j'ai refusé le partenariat ? C'est tout simplement, tout bêtement, parce que j'ai pas eu de coup de cœur pour ces bijoux. Moi en fait, pour un de ces bijoux, en tout cas actuellement sur le site. Parce qu'en fait, je considère que un bijou, c'est quelque chose qui, je sais pas, enfin c'est quelque chose qu'on a envie de garder toute sa vie, quelque chose qui doit parler de nous, tout comme un vêtement. Et si j'ai pas de coup de cœur absolu pour un bijou, j'ai pas envie de lui faire de la place chez moi. Mais cela dit, en toute objectivité, ça reste très beau. Ça reste vraiment très beau. On voit en fait que c'est du travail artisanal, on voit que c'est une matière qu'on n'a pas l'habitude de voir aussi puisque c'est du bronze. Et là, donc si j'avais eu, voilà, par exemple un coup de cœur pour un de ces bijoux, là il aurait fallu que je me renseigne sur l'impact écologique du bronze, que je ne connais pas, parce que là, on est vraiment sur une matière assez rare. D'ailleurs, elle l'explique sur son site, elle explique qu'il y a finalement assez peu de façonniers qui travaillent le bronze, parce que c'est pas une matière qui est facile à travailler. Je connais pas du tout, par exemple, les conditions d'extraction du cuivre et de l'étain dont il y a besoin pour faire l'alliage bronze. Donc voilà, il aurait fallu, disons, si cette première étape avait été validée, que je me renseigne sur l'impact écologique de ce matériau-là, puisque, à nouveau, j'aurais refusé le partenariat si je m'étais aperçue
que c'était un matériau dont il vaudrait mieux se passer dans les bijoux, quoi. Mais bon, voilà, ça peut peut-être vous permettre de faire une découverte bijoux, sait-on jamais. Ah oui, ça aussi, et je terminerai peut-être avec ça parce que ça fait un moment qu'on est ensemble là, non? Je me rends pas compte, mais parce que évidemment il y aurait une centaine, enfin peut-être plus, de mails qu'on puisse regarder ensemble, donc bon, de toute façon, voilà, si jamais ça vous intéresse, si jamais vous trouvez ce genre de vidéo intéressante, il y a matière pour faire une série. Ce mail aussi de la part de Vasa, je sais pas si vous connaissez, vous savez les espèces de petites cracottes suédoises là, Vasa. Vous devez voir, non? C'était une proposition assez intéressante puisque c'était un contenu un petit peu sur la durée et un contenu recette à rechercher autour des cracottes Vasa. J'ai un peu hésité, j'avoue, à refuser ce partenariat. Je vais vous expliquer pourquoi. La première chose, c'est que quand on regarde les compositions des cracottes Vasa, parce que du coup je suis allée regarder évidemment dans ma réflexion de est-ce que je dois accepter ou pas, quand on regarde les ingrédients, on est vraiment sur des compositions très simples. Il y a maximum 4 ingrédients à chaque fois pour toutes les recettes de cracottes. Et c'est des ingrédients qui sont la plupart du temps complets, donc avec toutes les fibres et tous les nutriments. On est vraiment sur des produits comme on pourrait les cuisiner chez nous dans notre cuisine. Donc ça c'est une première chose. Je sais en fait que si je me retrouve dans une ville où il n'y a pas de magasin bio, hein, par exemple moi je vis au Portugal et au Portugal il y a très peu de villes avec des magasins bio, je sais que c'est complètement un produit que je pourrais acheter dans une grande surface classique, parce qu'en fait je sais qu'il n'y a pas n'importe quoi à l'intérieur. En plus de ça, le partenariat est intéressant puisque ça peut me pousser à rechercher des recettes autour de ces cracottes, donc il y a une recherche créative qui, de mon côté, peut être intéressante. Et, je vais pas vous mentir, c'est ce genre de grande marque qui, la plupart du temps, propose un budget qui, moi, me permet de proposer des plus petits budgets à des plus petites marques. Parce que moi, c'est un petit peu comme ça que j'aimerais construire le monde, c'est-à-dire que ceux qui ont le pouvoir et l'argent permettent en fait de redistribuer la richesse et de faire en sorte que ceux qui n'ont pas beaucoup de pouvoir et pas beaucoup d'argent puissent en bénéficier. Donc c'est-à-dire qu'en général, mes partenariats, j'essaye d'indexer sur le chiffre d'affaires de la marque, et la plupart du temps, quand c'est une grande marque internationale comme Vasa, surtout qu'ils appartiennent à un immense groupe agroalimentaire, ça pourrait me permettre par exemple, en toute transparence, d'avoir un contrat un petit peu plus conséquent qui me permette en face de proposer des services gratuits ou pas très cher payés à des plus petites marques. Mais si j'ai fini par refuser, c'est déjà voilà parce que ça appartient à un immense groupe agroalimentaire. J'ai plein de copines qui ont fait des partenariats avec des marques. La marque était pas si mal, mais appartenait à un immense groupe agroalimentaire. J'ai plein de copines qui ont fait ça. Ça permet aussi de soutenir une consommation qui est finalement pas si mal, c'est-à-dire que tout le monde, évidemment, n'a pas le budget de tout acheter en magasin bio, ça paraît évident. On est tous amenés à devoir faire des compromis, et donc soutenir quelque part une marque qui est en moindre mal, ça se tient, enfin je veux dire la logique se tient, parce qu'en plus de ça, voilà, même si les compositions sont vraiment chouettes, et que donc quelque part à nouveau ça permet de soutenir un produit qui coûte moins cher, qui est plus facilement accessible aussi pour un plus grand nombre, c'est pas certifié bio, donc quelque part je ne sais pas dans quelles circonstances ont été cultivés le seigle par exemple, qui va rentrer dans la composition d'une tartine. Je sais pas ça. Et c'est là, vous voyez, où je trouve que c'est intéressant ce genre de vidéo, c'est que c'est des réflexions qui peuvent vous permettre aussi de mieux comprendre le travail des créateurs et des créatrices de contenu que vous suivez. C'est-à-dire que tout est en nuance, constamment, qu'il n'y a pas de bien, qu'il n'y a pas de mal. Alors évidemment, voilà, je vais terminer par ce avec quoi j'ai commencé, c'est-à-dire Temu, Shein, AliExpress. Je vois peu de raisons et de nuances à faire des partenariats avec ce genre de marques-là, qui sont en train vraiment, comme des bulldozers, de tous dézinguer sur leur passage. Enfin voilà, je vais m'arrêter là parce que je pense que cette vidéo va être interminable. N'hésitez pas à nouveau à me dire dans les commentaires si c'est quelque chose que vous voudriez voir transformé en série, si vous trouvez ça intéressant d'en voir d'autres. Moi j'aurais bien aimé trouver un mail de beauté, parce que là il y en a pas eu, c'était pas très représentatif bizarrement. J'ai pris en fait quasiment les tout derniers reçus. J'aurais bien aimé qu'on fasse des petites analyses de composition, parce que bien souvent avec la beauté
c'est ça qui se passe, c'est-à-dire que les compositions, les ingrédients, je les trouve pas, soit pas fous, pas intéressants, c'est-à-dire ça valait pas forcément la peine de produire ce produit, soit vraiment complètement cracra à éviter. Donc j'aurais bien aimé que la vidéo soit un peu le prétexte à faire quelques analyses comme ça de composition. Je suis pas une experte, hein, bien sûr, mais par contre j'ai les bases qui me permettent en fait de voir assez rapidement si cette marque mérite davantage d'investigation ou si tout de suite je peux répondre que non, je suis pas intéressée. Mais bon, peut-être pour une autre session, vous me direz. N'hésitez pas encore une fois à participer à l'Agora dans les commentaires, vraiment, ou même à discuter entre vous, à me donner toutes vos réflexions, tout ce que ça vous inspire, ce que vous auriez fait à ma place. Ça vous aura peut-être permis aussi, sait-on jamais, de faire des découvertes. Écoutez, tant mieux si ça peut arriver. Si vous voulez gagner des sacs de vrac en achetant des kiwis, écoutez, c'est comme vous voulez. Mais bon, vous voyez, finalement, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'on a abordé vraiment tout un panel de sujets, et même parlé des kiwis de Nouvelle-Zélande, on a parlé d'alimentation, de mode, on a parlé plein de choses. Dans tous les cas, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et moi, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous.